Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Les titres. Le Bénin réintègre le Cataclé, un tabouret royal dans son patrimoine culturel 3 ans après restitution des 26 trésors royaux par la France. La cérémonie s'est tenue ce 13 mai au Palais de la Marina. Démarrage depuis quelques jours à Cotonou d'une vaste opération de contrôle et d'identification des conducteurs de taxis motos. Plus de 500 motos déjà saisies. Des détails dans un instant. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite signent un contrat de défense de 142 milliards de dollars. Une annonce de la Maison Blanche. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue ce mardi 13 mai 2025 au Palais de la Marina, présidence de la République du Bénin, a eu lieu la cérémonie de restitution du Cataclé, trésor royal du Dahomey, saisi en 1892 par le général Alfred Dodds, ramené en France avant de rejoindre le Musée national de Finlande en 1939 dans le cadre d'un échange international de collections. Plus de précisions sur la cérémonie de restitution avec Djesugo Benou. C'est un événement majeur qui vient enrichir le patrimoine culturel du Bénin. Le Cataclé, art emblématique, est considéré comme le 27e trésor royal, après ceux restitués par la France en 2021, est officiellement de retour sur le sol béninois. Cette pièce rare, témoin de l'histoire et du raffinement de la cour royale d'Abomey, a été accueillie ce mardi à Cotonou par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et son homologue des Affaires étrangères en présence de plusieurs autres membres du gouvernement. C'est de la profondeur et de la richesse des traditions ancestrales qui ont donné un sens et une vie au Cataclé. C'est de tout cela que nous devons nous rendre compte ce jour face à l'œuvre. À travers la signature de l'accord de restitution, nous voudrions affirmer la solidité de notre engagement commun à encourager le retour, la circulation et l'accès au patrimoine culturel des peuples. Le fruit d'une coopération diplomatique et culturelle entre la République du Bénin et la Finlande. Ce moment est un moment symbolique pour la relation entre la Finlande et le Bénin. La culture ouvre des portes, établit des liens, crée des ponts. Et aujourd'hui, à partir de ce pont bâti autour de notre histoire commune, nous allons essayer de construire plus dans la relation avec la Finlande. L'importance de reconnaître l'histoire, même dans ces zones d'ombre, et de construire des ponts culturels durables entre les peuples. La restitution du Cataclé témoigne de la coopération excellente qui existe entre les deux pays. Le Cataclé est arrivé en Finlande à travers un système d'échange de collections avec la France, et c'était en 1939. L'histoire du Cataclé pendant des décennies était inconnue, et c'est grâce à des recherches que nous avons finalement pu confirmer que le Cataclé avait été pris à Abomey
lors de la campagne militaire française. Le cataclé, dont l'origine remonte au XIXe siècle, est un objet de prestige qui servait à la fois d'ornement royal et de marque de pouvoir. Son retour suscite de l'émotion et renforce la volonté du Bénin de faire du patrimoine culturel un pilier de son identité et de son développement touristique. Pendant cette cérémonie marquant le retour du tabouret royal, le ministre Jean-Michel Abimbola de la Culture, du Tourisme et des Arts s'est prononcé. Voici un extrait de ses propos. Chacune des pièces, arrachée à son contexte d'origine, porte une voix, une fonction, une histoire. Elle témoigne de la profondeur des institutions politiques traditionnelles, de l'ingéniosité, des savoir-faire artistiques et de la grandeur d'une civilisation ancrée dans la spiritualité, l'esthétique et la pluralité. Vous comprenez quelle est ma joie aujourd'hui de prendre la parole pour saluer le retour de notre cataclé, un des trésors royaux du Bénin, ici, sur notre sol. Cette restitution incarne bien plus qu'un geste symbolique. Elle nous engage, elle nous élève, elle nous oblige. Grâce à un travail patient de traçabilité adossé aux mécanismes de coopération internationale entre institutions muséales et à la contribution des fils et filles de notre pays et sa diaspora, le cataclé a été localisé au Musée national de Finlande. Nous exprimons ici notre profonde gratitude au gouvernement finlandais, aux différents gouvernements, parce qu'il y en a eu plusieurs depuis, pour leur coopération qui a permis le retour de cette pièce d'une portée symbolique majeure. Modeste par son apparence, mais d'une signification lourde et très profonde. Ce cataclé, utilisé lors des rituels princiers de la cour, incarne à la fois l'élégance, la sobriété, la modernité des expressions artistiques et surtout l'humilité du pouvoir. Il s'apprête à retrouver sa place légitime auprès des 26 autres œuvres déjà restituées sur la terre qui les a vues naître. Mesdames et messieurs, l'importance de cette œuvre ne réside pas uniquement dans sa valeur historique ou artistique, mais aussi dans la manière dont elle vient réintégrer notre récit national, enrichir notre mémoire vivante et raviver notre héritage commun. Vous l'aurez constaté, la dynamique de réappropriation, de sauvegarde et de révélation du patrimoine culturel impulsé par le gouvernement s'appuie entre autres sur une démarche d'enrichissement des collections nationales d'intérêt pour le programme muséal et patrimonial en cours de déploiement depuis 2016 et sa transmission aux générations actuelles et futures. Le chantier de la restitution des biens culturels est aussi celui de la circulation des collections, de la recherche de provenance et de transfert de compétences. Enfin, cette restitution nous rappelle que l'héritage culturel n'est vivant que s'il est partagé, transmis, interprété à la lumière des enjeux contemporains. Le retour du cataclé marque ainsi le début d'une collaboration fructueuse entre les conservateurs, les médiateurs culturels, les restaurateurs, les historiens de l'art de nos deux pays. C'est à cette condition que nous pourrons affirmer notre souveraineté culturelle, nourrir un dialogue fécond avec le monde et ancrer le Bénin d'aujourd'hui et de demain dans la vérité, la fierté et la continuité de son histoire. Vive la coopération culturelle, vive la Finlande et vive le Bénin. Merci, madame. Merci beaucoup. Suivez à présent les impressions de quelques autorités témoins de l'événement, notamment Marilina Talviti, ministre finlandaise des Sciences et de la Culture, Olusegun Gwadjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères du Bénin. Admirez le cataclé. Il a l'air petit,
mais que de symboles, que de force, que de puissance, que de rayonnement à l'international. On behalf of Finland, de cette œuvre est une reconnaissance de la valeur historique que cela revêt pour le Bénin. Et la restitution du Cataclès témoigne de la coopération excellente qui existe entre les deux pays. Le Cataclès est arrivé en Finlande à travers un système d'échange de collections avec la France, et c'était en 1939. L'histoire du Cataclès pendant des décennies était inconnue. Et c'est grâce à des recherches que nous avons finalement pu confirmer que le Cataclès avait été pris à Abomey lors de la campagne militaire française. Ce retour également témoigne de la coopération active qui existe entre le Bénin et la Finlande. Mon ministère a travaillé en étroite collaboration avec le Musée national de la Finlande pour rendre ce moment possible et j'en suis particulièrement heureuse. From the Royal Palace. Indubitablement, c'est de la profondeur et de la richesse des traditions ancestrales qui ont donné un sens et une vie au Cataclès. C'est de tout cela que nous devons nous rendre compte ce jour face à l'œuvre. À travers la signature de l'accord de restitution, nous voudrions affirmer la solidité de notre engagement commun à encourager le retour, la circulation et l'accès au patrimoine culturel des peuples. Je vous demande de ne pas arrêter d'admirer le Cataclès. Merci. Nous marquons notre unité à défendre ensemble la sauvegarde et la révélation du patrimoine culturel matériel et immatériel. Maintenant, c'est l'épilogue. Et nous avons le regard tourné vers d'autres chantiers de restitution, de retour et de circulation. Mais nous avons surtout d'autres chantiers désormais de coopération culturelle et au-delà, avec notre partenaire, la Finlande. Ce moment est un moment symbolique pour la relation entre la Finlande et le Bénin. La culture ouvre des portes, établit des liens, crée des ponts. Et aujourd'hui, à partir de ce pont bâti autour de notre histoire commune, nous allons essayer de construire plus dans la relation avec la Finlande. Suspendu provisoirement par le bureau exécutif national de FCBE pour manquement grave, Alain Adiou a rendu sa démission. Entre l'ancien ministre et son désormais ancien parti politique, les versions divergent. Paul Rompé estime qu'Alain Adiou n'a plus besoin de démissionner puisqu'il a été suspendu du parti depuis le 3 mai. Il ne fait plus partie des effectifs de nos militants, lui-même le sait. Et c'est une manipulation qu'il essaie de faire, a déclaré Rompé, estimant que le parti n'a plus à considérer sa lettre de démission. En ce qui concerne les raisons de la sanction infligée à Adiou, Rompé explique qu'il s'est mal comporté. Il a eu des comportements qui ne sont pas en adéquation avec la ligne du parti et donc pour cela il a été sanctionné, a poursuivi Paul Rompé, accusant Alain Adiou de vouloir semer la confusion au sein de l'opinion publique. On parle d'autres actualités dans cette édition. Créer la saine émulation au sein des travailleurs afin de booster les performances de l'entreprise. Le système financier décentralisé Salem Braha Finance a offert un moment de détente à son personnel le samedi dernier dans le cadre de la
célébration de la fête du travail en différé. Reportage signé Setondé Larius Adjaguno. Des travailleurs épargnés constituent un gage de meilleure performance et de prospérité pour l'entreprise. La direction générale de Salem Braha Finance offre une journée récréative à son personnel dans le cadre de la célébration en différé de la fête du travail 2025. Dans l'histoire de Salem, c'est la deuxième fois. La première fois, c'était dans les locaux de Salem Braha Finance. Mais cette fois-ci, Salem Braha Finance a décidé de délocaliser la fête du 1er mai pour que ensemble nous partageons la joie des travailleurs. Ambiance décontractée, jeux ludiques, concours de danse, cadeaux, accompagnés des membres de leur famille, les agents de SB Finance s'imbriquent aux dirigeants pour partager des instants agréables. Les dirigeants de SB Finance reprécisent leur motivation. Tous les jours, c'est le stress du travail, le stress de la production, le stress du rendement. Mais prendre un jour qui est censé être leur jour pour les honorer, pour qu'on dépose tout ce qui est responsabilité et s'amuser. Il se donne, il travaille comme s'il le fait pour Dieu, quelles que soient les difficultés. Et c'est pour cela nous-mêmes, lorsque nous nous retrouvons au milieu d'eux, nous nous considérons comme une famille. Nous nous considérons comme une famille, nous travaillons en équipe. Je crois depuis le début, toute l'équipe travaille ensemble. Les agents expriment leur gratitude aux responsables. Je voudrais, en mon nom personnel et au nom de tous les employés, remercier la direction pour cette belle initiative qui nous réunit dans un cadre convivial. Cette journée est d'autant plus spéciale grâce à la présence de nos proches. Merci à vous, famille et amis, d'être là pour partager ce moment avec nous. C'est vrai que c'est en différé, mais l'initiative elle est louable, encouragée. Et nous disons vraiment un grand merci au conseil d'administration, à la direction, et aussi à Dieu le Tout-Puissant qui nous a conduits depuis le début de cette aventure avec Salem jusqu'à cet instant. Et nous prions que tout ceci puisse continuer et perdurer dans le temps. Ce moment de détente se veut un cadre pour le renforcement des liens entre les travailleurs d'une part et d'autre part entre le personnel et la direction générale. Je voudrais exhorter les uns les autres à continuer dans la même voie, avec vraiment les mêmes valeurs. N'oublions pas notre devise. Nous cultivons la prospérité. Et pour cultiver la prospérité, il faut de l'engagement, il faut de l'énergie, il faut du travail. Et encore du travail. Il faut 100 fois sur le métier, remettre son ouvrage, ne pas se décourager. Et nous sommes fiers de nous retrouver aujourd'hui, ici, ensemble, parce que vous êtes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Rendez-vous en 2026 pour l'acte 3 de la célébration de la fête du travail à Salem Braha Finance. L'arrondissement de Misenko dans la commune de Toviklen a été la cible d'un cambriolage suivi d'incendies. Les faits se sont déroulés tôt ce 12 mai. Selon le premier adjoint au maire Théophile Sotoji, les cambrioleurs ont forcé les bureaux du chef d'arrondissement et de son secrétaire avant de mettre le feu aux locaux et aux documents. Pour l'heure, les motivations de cet acte restent inconnues. Plus de précisions vous seront fournies sur cette actualité dans nos prochaines éditions. On parle à présent d'accouchement, d'enfantement. Dans cette édition, être sage-femme ne se limite pas à l'étape de l'accouchement. C'est ce qu'il faut retenir des explications de Madame Laurence Odoulami, présidente de l'Association des sages-femmes du Bénin. Invitée sur l'émission Politiquement féminin du week-end dernier, elle répondait aux questions de Tatiana Ronda Djemea. Voici un extrait. Être sage-femme, c'est tout simplement être une personne qui a reçu une formation, qui a des qualifications requises pour exercer légalement
la profession de sage-femme. En gros, c'est une personne qui est là pour s'occuper de la grossesse avant, pendant et après l'accouchement. Donc, elle doit avoir en tête que la femme tombe enceinte, elle doit venir la voir dans sa maternité. Donc, pour elle, automatiquement, elle doit s'occuper d'elle. Et elle doit suivre la grossesse mois par mois, jusqu'à 9 mois. À 9 mois, elle doit tout faire pour qu'elle accouche bien, sans problème, sans difficulté. Et elle doit rentrer chez elle, le bébé dans les mains, dans sa maison, elle doit rentrer à domicile. Et maintenant, après cet accouchement, il y a ce qu'on appelle le postnatal, le postpartum. Elle doit s'occuper de cette femme-là, lui donner des conseils pour qu'elle puisse revenir à la maternité. Parce que nos femmes, nos populations, dès qu'elles accouchent, on est heureux. La famille est là, la famille est heureuse. On ne revient plus. Tout va bien. Donc, elle doit revenir à la maternité pour présenter le bébé et se présenter elle-même, le postpartum. Et on va voir si l'utérus a repris sa forme normale, si elle ne saigne pas, si elle mange bien et si elle est heureuse. Sur le même plateau, l'invité de Politiquement Féminin a exposé les défis du gouvernement face au décès néonatal. Elle en profite pour lancer un appel à l'endroit des dirigeants et évoque les objectifs du développement durable d'ici 2030. On la suit à nouveau. Les défis aujourd'hui qu'il y a devant nous, c'est d'arriver à réduire le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile. Ça, c'est un grand défi parce que on ne peut pas être à 391 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Vraiment, le premier défi, c'est ça. Et vous proposez des choses au gouvernement, on a toujours fait, ils ont ça, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils ont ça, mais dites-nous ça ici. Non, ils savent ce qu'ils doivent faire. Deuxième défi. Depuis quand vous faites économie de vérité, Madame Montero? Ça ne vous ressemble pas, hein? Économie de vérité. C'est à moi de venir et dire, leur rappeler ce qu'ils ont à faire. Non. Deuxième défi, c'est de garantir les soins de santé maternelle, néonatale, infantile. Parce que si on ne garantit pas ça, c'est pas bon. Moi, j'ai ces deux grands défis-là. Pour les autres, la fin, c'est 2030. Nous sommes en 2025. Il ne reste que 5 ans. Est-ce qu'on va pouvoir arriver à relever ce défi? Comme dit l'anglais, that's the question. On parle à présent d'engins de circulation. À Cotonou, la police républicaine a mené et continue d'ailleurs de mener une vaste opération de contrôle des conducteurs de taxi-moto dans le littoral. Carte d'identité, droit de taxi et titres de propriété sont exigés. Et déjà, plus de 500 motos ont été mises en fourrière, leurs conducteurs n'ayant pas les papiers requis. Objectif visé, sécuriser le transport urbain et lutter contre la criminalité. Et l'opération se poursuit dans les jours à venir. Les usagers de la voie de Jéricho-Bedjro-Médé sur le carrefour dit des Canifaux vivent calvaire depuis quelques mois. Depuis la dégradation de la voie, il est presque devenu impossible pour eux de circuler sereinement sur ce tronçon. Suivez le constat fait par Francis Fahami à cet effet. Heure de pointe au carrefour des Caniveaux ici à Jéricho. Ralenti pour se frayer un chemin, se suivre à la queue leu-leu. Ainsi s'illustre le quotidien des usagers de cette voie. Une situation qui ne date pas d'aujourd'hui et qui comporte des risques. Ça veut dire passer. Pas encore un an. Allez là, oui, parti, ouais, zone là, mais si, moi, big play. Si tu as tout le monde a quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui ont un ito. Bon, mais là, la partie de sous la zone, quelqu'un en train de filer la nuit, qui ne sait pas, s'il vient là-bas, s'il vient là, il peut créer d'accidents et puis tomber. Le pavé est resté comme ça fait plus de 4 mois. Alors, il y a les grandes autorités qui se passent par ici. Les citoyens
invite les autorités au réaménagement de cette voie pour une meilleure qualité de la sécurité. On a évité si c'est déjà Toga Mitombo, ni wa edemi, Wablo, Fiorumi, puisque il y a déjà eu le fenêtre, et faire les bois. Bon, joueur, quelqu'un qui est même, l'être badé au temps, bon, blessé, joueur, bon, mais nous m'ont dit, il badé. Si c'est déjà Baptiste Talon, ni quelqu'un boit pont, aller au compte, mais bon, là, il y a un wallon, parce que ce point de bouteille, le fenêtre, il y a bien deux influx. Tout le monde est au courant de ce pavé. Ils n'ont qu'à venir nous réparer ça. Ça crée d'accidents, ça crée assez de gros solos. Venir à la radio parler, c'est pas ça la chose. Faire des contrôles, les CQ, les CA, où sont-ils? Les conseillers, où sont-ils? C'est leur travail. Ils n'ont qu'à sortir, venir voir et parler. À José Tonato, le ministre, lui-même n'a qu'à faire son déplacement pour venir voir le carrefour. Sinon, c'est pas du tout bien. Les usagers de cette voie, située en plein centre-ville de Cotonou, espèrent que les autorités entendront leur appel à l'aide et soulageront leur peine. En attendant, ceux-ci continuent de vivre le calvaire. Le centre de promotion de l'artisanat abrite plusieurs artisans qui vivent de leur savoir-faire. Au nombre de ceux-ci figurent les sculpteurs. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons une immersion dans le quotidien de 2 sculpteurs qui travaillent et qui sont au CPA de Cotonou. Le reportage est signé Francis Farami. Nous sommes au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Au nombre des artisans qu'abrite le centre figurent les sculpteurs. Qui dit sculpteur dit une certaine dextérité dans le choix de la matière première, le bois. On utilise hydroco, on utilise l'ébène, on utilise cactus, teco aussi on l'utilise. Oui, nous achetons. Ceux qui vendent les planches là, nous payons ça avec eux. C'est un peu partout à Cotonou. Ça se trouve au marché, là où on vend, dans les scieries. C'est l'ébène qu'on utilise. Mais on peut encore utiliser d'autres bois. Mais l'ébène est mieux conseillé pour la sculpture, parce que ça a plus de valeur. L'ébène, par exemple, l'ébène n'est pas comme les autres bois. Quand tu sculptes l'ébène, les trucs là, les insectes n'arrivent pas à manger ça. Et puis ça dure. Ça peut faire même des années avant que ça ne se gâte. Raison pour laquelle on préfère l'ébène que les autres bois. Les sculpteurs rencontrés dans ce centre sont unanimes. Les clients sont pour la plupart des étrangers plutôt que des autochtones. Nous, notre travail, ça s'intéresse plus aux étrangers que les autochtones. Mais les autochtones, ils en payent. Mais les étrangers payent plus que les autochtones. C'est ça là, par exemple, avec 25 000, déjà tu as ça. Ça dépend de l'œuvre. Ça au moins c'est 20 000. Là c'est une porteuse avec bébé au dos. Et comme là n'a pas de prix, ça peut aussi dépasser 20 000. Ça dépend du client aussi. C'est un peu de tout. Il y a les blancs, il y a les africains aussi. Mais les blancs sont plus nombreux. Un sculpteur peut parfois remonter le temps pour y puiser son inspiration, comme ce fut le cas avec cette porte. C'est une porte Dogon. Chez les Dogon au Mali, ils utilisent ça comme porte de chambre, qui est devenue maintenant un objet d'art, car vous allez voir les dessins dedans qui expliquent ce que l'homme est. Celui qui a mis la porte à ce qu'il a fait. Tu peux trouver les guerriers, tu peux trouver les guerriers, tu peux trouver les émissaires du roi, tout ça. Tu peux trouver aussi les danses de masques. Cependant, le bois n'est pas la seule matière première qu'utilisent les sculpteurs. Dans certains cas, ils utilisent le cuir. Vous allez voir des objets taillés en cuir. C'est du bois couvrir de cuir. Tu vas voir les grandes caisses. C'est du cuir dessus. Mais c'est des malles que les gens utilisent pour garder les choses. Vous allez voir les bijoux. Les bijoux en perles, en cuir, en bois, en plastique. Tout vous allez voir. Presque toutes les peaux on utilise ici. Mais pas peau de cochon. On ne peut pas. Oui, mais on ne peut pas. Je n'ai jamais vu enlever la peau de cochon. Ici, au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, les sculpteurs donnent parfois des cours ou des formations pendant les vacances. Il y a les élèves qui viennent apprendre. Des fois, ils mettent 3 mois pour faire ça. Mais ce n'est pas que tu as connu totalement. Hein. C'est à la légère.
C'est en travaillant maintenant que tu seras fort dedans. Tu arrives à corriger les fautes. Dans ce centre, les sculpteurs se comptent par plusieurs et disposent de différents stands. Autre information présentée comme le principal candidat de l'opposition avant la présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam a démissionné de la présidence du PDCI RDA quelques semaines après sa radiation de la liste électorale. Le leader de ce parti d'opposition affirme être objet de harcèlement judiciaire. Les implications géopolitiques de cette démission sont abordées ici par Morgane Assogba, analyste géopolitique au micro de Nasserine Fatoumbi et Romaric Benou. Il faut parler ici de la géopolitique interne. Tout de suite à l'interne, cette démission lance une alerte. Une alerte selon laquelle le concerné décide d'abandonner le processus parce qu'il estime que c'est un processus qui n'est pas fiable. Il estime qu'il est en droit normalement de participer aux élections et que si on le lui refuse, ça ne sert plus à rien de rester à la tête du parti politique. Est-ce un comportement encouragé d'un point de vue constructif ou pour ce qui est d'un point de vue institutionnel? Je ne pense pas que ce soit encouragé parce que quand on vous donne la possibilité d'être président d'un parti politique, ce n'est pas forcément parce que vous devez être candidat aux élections présidentielles. Je pense qu'il y a plusieurs autres facteurs, plusieurs autres responsabilités que le président du parti politique est censé avoir. Donc ce n'est pas forcément constructif. Mais d'un point de vue systémique, en tenant compte de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et de la pratique politique en Côte d'Ivoire, en général, les présidents de partis sont ceux-là même qui vont aux élections et que lui, sa candidature, qui ne date pas d'aujourd'hui, se retrouve aujourd'hui à être problématique. Certes, les tests confirment et justifieraient le fait qu'il ne soit pas candidat, mais le contexte aujourd'hui fait que le test, on a envie de remettre en cause les tests ou de trouver une méthodologie pour quand même maintenir le caractère inclusif. Donc c'est assez compréhensible d'un point de vue de la géopolitique interne, mais sur le point de vue de la géopolitique externe, c'est pas aussi évident. Bien qu'on connaisse la capacité de l'homme à recueillir des soutiens d'un peu partout, parce que lorsqu'on est candidat, on négocie même déjà à l'avance l'implication d'un certain nombre d'acteurs économiques de la scène internationale. Et je pense qu'il avait déjà fait beaucoup pour ce travail-là, et c'est ce qui lui donnait la conviction et la détermination de vouloir être candidat et de maintenir ce travail. Être président, ce n'est pas juste pour être candidat a priori, c'est pour permettre à la politique du parti auquel le parti qu'on dirige de rester unis et mobilisés par rapport au choix des différents candidats. Et là, voir le président Thiam décider de se retirer, de démissionner tout de suite, mais celui qui pourrait être choisi ou désigné comme candidat aux prochaines élections, si ces élections doivent se dérouler sans la participation du candidat Thiam, celui-là il ne va pas bénéficier de la mobilisation de l'entièreté du parti. Et ça, c'est une problématique majeure dont souffrent la plupart des partis politiques en Afrique. Et donc là, on est en face de la difficulté d'activation et de maturation des partis politiques dans leur gestion vis-à-vis des différentes élections. C'est un problème majeur fondamental qui va porter un coup majeur et fondamental au PDCI.
Actualité hors de nos frontières, le Premier ministre guinéen a dévoilé hier lundi au Africa CEO Forum les dates des échéances politiques à venir dans son pays. Référendum constitutionnel fixé au 21 septembre prochain, élections présidentielles et législatives prévues pour décembre 2025. Amadou Ouriba précise que l'enrôlement de la population est en cours. Sur le plan économique, il a annoncé l'arrivée du premier train de fer de Simandou le 25 novembre et la fin des problèmes énergétiques d'ici 12 mois, évoquant même une future exportation d'électricité. Autre information de nos frontières, la Maison-Blanche a annoncé ce 13 mai un contrat de vente d'armes record de 142 milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite, conclu lors de la visite de Donald Trump à Riyad. Washington parle de plus important de l'histoire. L'accord porte des équipements militaires de pointe pour renforcer la défense saoudienne. Il faut noter qu'il s'inscrit dans un ensemble de promesses d'investissement de 600 milliards de dollars. Sport dans cette édition. Coup d'arrêt pour Coton FC ce week-end. Après 5 victoires consécutives, les hommes de Victor Zouka ont été tenus en échec par AS Cotonou, 0 but partout lors de la 30e journée de la Ligue professionnelle de foot 2024-2025 à domicile. Avec ce nul, Coton reste leader mais voit Sobemap revenir à 3 unités. Le technicien analyse ce match. On a rencontré une équipe qui était bien organisée, qui était venue pour ou prendre un point ou essayer de nous piéger en contre. Nous, on n'a pas su exploiter les quelques situations qu'on a eues. Voilà, donc du moment que tu marques pas un but, eh ben, l'équipe adverse ne prend pas de risque. Eux, ils ont besoin de points, donc c'est à nous de faire le jeu, c'est à nous de nous procurer des occasions et on n'a pas su le faire ou très, très petitement. Écoutez, pour l'instant, moi, je ne m'occupe pas de la Sobemap. Hein. Moi, je m'occupe de mon équipe. On a toujours 3 points d'avance. C'est sûr que la semaine prochaine, on est exempt. Mais qui c'est qui vous dit que la Sobemap va gagner? Donc, on va naturellement bien se préparer. Et puis, dans 15 jours, il faudra être prêt et puis aller faire un bon résultat à l'extérieur. Dadje Football Club a tenu en échec Banigansé au stade Omnisport de Banikwara le dimanche 11 mai dernier lors de la 30e journée de la Ligue Pro du Bénin. Les hommes du Koufo ont obligé leur hôte au partage de points avec le score nul 2-0 but partout. Le point de la partie dans cet élément signé Anaël Dove. Faites vite. Hey! Oui. Un peu. Il est prêt. Allez.
Il faut noter qu'avec ce point pris, d'AGSC conserve la place de leader de la poule A et creuse l'écart avec son poursuivant direct, les Cavaliers, à 4 journées de la fin du championnat. On termine par la Fédération béninoise de kickboxing qui a tenu le pari de la 2e édition d'Africa Open Combat à Cotonou samedi dernier, avec à la clé la conservation du titre de champion dans la catégorie des moins de 81 kilos. Devant un public surchauffé provenant de 5 pays ont rivalisé d'ardeur pour le Graal. Reportage signé Seto Delarius Adjaguno. La ceinture Africa Open Combat de kickboxing des moins de 81 kg reste la chasse gardée du Bénin. Arnold Nouati conserve son titre en venant à bout de son challenger ivoirien, Sekwe Kubo. Victoire au point à l'unanimité des juges arbitres. J'ai l'habitude de finir vite mes combats. Donc faire 3 reprises, c'était nouveau. Ça m'a un peu pompé, mais on le dit souvent, pour déplacer le champion, il faut faire plus que le champion. Peut-être il pense me gagner, mais il ne m'a pas mis KO. Je voulais aller en kick, mais j'ai vu que c'est un bosseur. Donc je suis revenu au point. C'est là que j'ai pu gérer. Son compatriote Olatoune Aruna a raté de peu de décrocher la seconde ceinture en jeu lors de cette 2e édition du Gala Africa Open Combat. Opposé à Forgo Aboubakar, un autre Ivoirien, il a défendu avec bravoure les couleurs nationales. Je suis très heureux d'abord que cette soirée se soit bien passée sans qu'on ait des blessés. C'est la première chose. Certes, nous avons laissé partir une ceinture, mais c'est de bonne guerre. Je crois que les autres qui sont arrivés ici au Bénin ne sont pas venus également juste pour le spectacle. Ils sont venus pour chercher et les ceintures et les médailles. Bon, Dieu merci, on a gardé le maximum des titres et je crois que c'est le plus important. 11 combats, dont 2 féminins et 2 ceintures en jeu, ont réuni des kickboxers venus du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Togo et du Bénin. C'est une très bonne initiative parce que la boxe, le kickboxing et comme tous les combats des sports de combat sont un peu délaissés. Donc c'est bien de promouvoir surtout le combat des femmes parce qu'on ne voit pas beaucoup de femmes dans le domaine. On pense que bon, les femmes c'est les chichis, c'est les talons, c'est la cuisine et tout. Non, la femme ça boxe et nous sommes des exemples. Je voudrais remercier la Fédération béninoise de kickboxing qui nous a donné cette opportunité en organisant le Gala Africa Open Combat, la 2e édition ici au Bénin. Je voudrais aussi remercier toutes ces autorités qui étaient là. On a vu des représentants du gouvernement, on a vu des hautes personnalités et toute la population, le public, le beau public qui était là. Je voudrais vraiment les remercier et aussi, en tant que commissaire général de African Open Combat, remercier tous ces athlètes qui ont fait de beaux combats. Des 7 pays annoncés sur cette 2e édition du Gala, 5 ont répondu à l'appel de Cotonou. Le Ghanéen, il était à l'entraînement, il a eu de blessures, c'est pour cela qu'il n'a pas pu effectuer le déplacement. Donc, et il y a le Nigérian aussi qui a eu quelques problèmes pour sortir, pour venir ici. Donc malheureusement, nous, on a tout fait pour que tout le monde soit présent. Mais voilà, ce sont les 5 pays qui ont pu faire ce gala avec nous. Je crois que c'est déjà pas mal. Hormis les sponsors, des personnalités sportives et politiques ont apporté leur soutien à la Fédération béninoise de kickboxing lors de ce premier gala d'envergure internationale de la discipline organisé au Bénin. Le président Soglo mérite que nous venions, n'est-ce pas, le soutenir parce que cette fédération est née il n'y a pas si longtemps que ça. Regardez tout ce qu'elle fait. Et comme ils ont besoin de pieds, de points, on est obligé d'être là aussi, n'est-ce pas, pour les soutenir. Voilà. Nous sommes obligés de faire de manière à ce que ces enfants qui reçoivent les cours, qui en donnent aussi, que nous leur apportions de la chaleur pour qu'ils sachent qu'ils sont bien entourés et qu'ils ne sont pas abandonnés. C'est ce qui justifie tous ces déplacements-là. Je suis tombée amoureuse de cette discipline. Et je pense, si le président le permet, désormais je serai avec vous.
Le président Soglo, son VP, Raoul Sofornou et tous les acteurs du kickboxing béninois ont gagné le pari de l'organisation de ce rendez-vous africain des sports pieds-points. Les kickboxers béninois vont tenter au mois d'août, en Côte d'Ivoire, de confirmer leur suprématie dans la catégorie des moins de 81 kg et d'arracher la ceinture des moins de 71 kg. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.